Cours d'économie droit. Module 3. La production, quelles évolutions? Quels sont les choix de l'entreprise en matière de production? À la fin de ce chapitre, vous serez capable d'identifier les facteurs de production et leurs combinaisons, d'expliquer le choix d'une combinaison productive et d'expliquer les raisons du recours à l'externalisation. Nous aborderons les notions suivantes: facteurs de production, combinaison des facteurs de production, progrès technique, investissement, valeur ajoutée, productivité, risque, profit et externalisation. Découvrons notre situation professionnelle. Vous réalisez actuellement votre PFMP au sein du service commercial de l'usine Michelin, située à La Chapelle-Saint-Luc, près de Troyes. Patrick Melouki, le directeur de la production, vous accueille dans son service. Il vous demande de travailler sur l'organisation de la production de l'entreprise Michelin afin de pouvoir expliquer les choix de l'entreprise auprès des clients qui vous interrogeront à ce sujet à l'aide d'une infographie que vous aurez réalisée. Découvrons en vidéo l'usine Michelin. Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors je me trouve ici à l'usine Michelin à Troyes où on fabrique les pneumatiques agricoles. Alors c'est quand même assez rare qu'il y ait des caméras qui puissent rentrer ici, sauf TF1, France 3, mais des youtubeurs agricoles c'est quand même peu habituel. J'ai eu la chance d'être invité par Michelin pour réaliser quelques vidéos et je voulais absolument vous montrer comment se fabriquer un pneu de A à Z parce que c'est ce qui est fait ici. Vous allez voir, les pneus agricoles sont vraiment conçus de façon très spécifique. Je voulais vous montrer ça et vous allez voir comment ça se passe. Allez, vous mettez vos bouchons d'oreille et on visite l'usine. Allez, c'est parti! La première partie consiste au stockage des matières premières. Alors il s'agit là de caoutchouc naturel, caoutchouc synthétique, latex et autres produits. Alors il y a plus de 250 produits qui peuvent rentrer dans la composition des pneus. Donc l'ensemble est stocké dans un atelier tout simplement de pré-stockage et on peut voir les différentes matières avec différents coloris en fonction de l'utilité, de l'usage, de la provenance. Et donc c'est là où on a vraiment toutes les matières premières pour la production. Les ingrédients sont amenés à l'étage supérieur afin d'être pesés et mélangés. Donc on réalise ainsi des recettes, si on peut dire. Donc l'ensemble des ingrédients sont pesés un par un afin de déterminer exactement le mélange exact en fonction du procédé, donc par type de produit à réaliser. Et tout est envoyé basculer dans la partie préchauffage et mélange qui se trouve juste en dessous. Les bandes ainsi réalisées sont assemblées dans la partie boudinage, donc elles sont malaxées et chauffées à haute température afin d'être fondues et de correspondre à un moule vraiment particulier. Donc en fonction de chaque pneumatique, on aura un modèle et une forme qui sera différente, donc avec un modèle métallique qui va être changé ou interchangé en fonction de l'usage. Puis ensuite ces tapis seront, refroidis, donc en suivant un circuit relativement long qui fait un aller-retour. Puis l'ensemble sera stocké donc dans des formes de rouleaux entre des tapis afin d'être envoyé au service suivant.
Alors on arrive ici dans la partie confection. Alors c'est vraiment ici que se réalise le pneumatique, voilà, avec l'assemblage de toutes les pièces. Alors que ce soit toutes les bandes tissées ainsi que la bande de roulement, les flancs, les extérieurs, tout se réalise autour d'un rouleau donc qui va être mis en rotation et l'opérateur va assembler les différentes bandes qui vont être collées l'une contre l'autre afin de réaliser le pneumatique en entier. Donc on commence par l'intérieur du pneu, c'est-à-dire qu'on va réaliser les bandes intérieures, donc qui vont déjà être mises les unes sur les autres. Alors j'en ai déjà compté 2 à ce niveau-là. Ensuite on a les cerclages de roues qui sont positionnés sur l'extérieur. On a un repli des rebords qui vont permettre de créer le talon réellement et donc de créer la solidité parce qu'il y a un système de tressage aussi. Ensuite, donc les talons qui sont positionnés, puis les flancs qui sont posés les uns après les autres, donc côté droit, côté gauche, et assemblés et collés aussi ensemble. Une fois la première partie réalisée, on gonfle un petit peu le pneu et on va rajouter tout ce qui est bande tissée donc en diagonale. Donc ici on va avoir jusqu'à 4 épaisseurs donc, de bandes tissées en diagonale qui vont donner la rigidité au pneumatique et sa solidité aussi au niveau de sa bande de roulement, sa souplesse aussi. Donc c'est un système qui est employé déjà depuis très longtemps au niveau des pneumatiques agricoles. Ensuite le pneu regonfle encore un petit peu afin que toutes ces bandes adhèrent au maximum au pneumatique. Donc voilà, on a une formation qui se réalise en même temps. Puis l'opérateur passe avec des chiffons spécifiques humidifiés un peu sur les bords afin de réaliser un petit nettoyage et puis permettre un meilleur collage de l'ensemble. On arrive ensuite à la bande de roulement qui est la dernière partie qui va être collée sur l'ensemble du pneumatique. Donc pour cela, on va tout simplement la faire tourner comme le reste sur les autres bandes. Elle va venir se fixer et s'auto-coller, j'allais dire quelque part, sur cet ensemble. Elle est coupée en diagonale, donc vraiment à la taille et la dimension adéquate du diamètre du pneumatique. Puis l'ensemble du pneu est gonflé afin que même les bords qui au départ n'accrochaient pas viennent se coller. L'ensemble est guidé par des lasers qu'on peut voir ici en rouge, que ce soit en diagonale ou à l'horizontale, qui permettent de guider l'opérateur dans sa démarche afin que le pneumatique n'ait aucune déformation lors de sa réalisation. Le rôle aussi de l'opérateur est d'inspecter le pneumatique tout simplement dans son ensemble, que ce soit intérieur et extérieur, voir les éventuels défauts, recoller les petites parties qui ne sont pas tout à fait bien positionnées. On obtient ainsi l'enveloppe qui est prête à partir pour l'étape suivante. Ici, on arrive dans le domaine des cuiseurs, étant donné que le pneumatique, après avoir été réalisé et assemblé, va être tout simplement cuit. Donc on a le bandage ici qui arrive et qui va être mis dans la machine donc pour chauffer, dans le système qui va permettre à la fois d'augmenter la pression du pneumatique, mais aussi de le chauffer à température afin qu'il cuise et que toutes les bandes soient assemblées bien ensemble. Et donc tout simplement, il y a un opérateur qui réalise la surveillance. Donc le pneumatique est pris et positionné à l'intérieur donc du système pressurisé. À l'intérieur, on a aussi donc un système qui gonfle et qui va permettre donc de donner de la pression et pousser donc de l'intérieur vers l'extérieur pour réaliser la cuisson. Alors il y a un moule qui se trouve à l'intérieur, donc qui lui chauffe et bien entendu à la dimension du pneumatique qui va être réalisée.
Le tout est monté en pression puis en température. Il va rester jusqu'à 90 minutes dans le four pour pouvoir arriver à être complètement réalisé et obtenir la matière finale. Et ensuite, il est sorti et tout simplement reposé sur un tapis extérieur avant de partir à l'étape suivante. Alors ici on arrive au poste de Marion qui est vérificatrice donc, au niveau des pneumatiques. Alors là l'objectif c'est de contrôler visuellement s'il n'y a vraiment aucun problème au niveau des pneus. Alors c'est vrai que c'est un métier qui demande pas mal de dextérité et de contrôle. Donc son objectif est de vérifier qu'il n'y a absolument aucun défaut visible extérieurement et si jamais on le signale et puis c'est recontrôlé, soit envoyé au rebut si vraiment il y a un défaut rédhibitoire ou si c'est que d'aspect, c'est tout simplement modifié, on répare si c'est seulement un aspect visuel. Puis on arrive dans la partie logistique. Alors tous les pneus sont stockés ici en attendant tout simplement d'être livrés, soit c'est le concessionnaire, le fabricant, avant d'arriver bien entendu chez l'agriculteur. Alors il y a une quantité de pneus assez impressionnante. Alors j'ai voulu essayer de faire mon choix, mais a priori je ne vais pas pouvoir en sortir moi-même. Et de toute façon j'aurais pas pu les prendre dans ma voiture, donc j'irai certainement chez le concessionnaire afin de pouvoir les enlever. Puis bien entendu, ils sont chargés dans un camion avant d'être expédiés chez l'utilisateur ou le constructeur qui va les installer sur nos jantes afin de partir dans nos champs. Voilà, on arrive à la sortie. Alors vous pouvez enlever aussi vos bouchons d'oreille. Bon, même si c'est pas trop bruyant, la sécurité est très importante dans les usines Michelin, ce qui est normal. Alors moi, ce que j'ai vraiment apprécié ici, c'est l'accueil qu'on a pu avoir. C'est vrai que tous les opérateurs ont toujours été très sympathiques, on a été super bien accueillis. Franchement, c'était vraiment génial. Alors j'espère que vous avez appris comment se construisait un pneu agricole, la complexité du tissage, des mélanges, des différentes couches. J'espère que vous avez un peu mieux compris comment ça fonctionnait. Voilà. Écoutez, moi je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Analysons maintenant les termes de la problématique. Les choix, ce sont les décisions prises entre plusieurs possibilités ou plusieurs solutions possibles. Pour rappel, l'entreprise est une organisation créée dans la perspective de produire et de fournir des biens et ou des services à des personnes, physiques ou morales, et ainsi de créer de la richesse pour dégager un profit. C'est une organisation à but lucratif. Qu'est-ce que la production? C'est l'ensemble des moyens qui aboutissent à la création d'un bien ou d'un service sur une période donnée ou au cours d'un cycle de fabrication. Nous pourrions ainsi reformuler la problématique. Quelle solution s'offre à l'entreprise pour combiner ces facteurs de production afin d'obtenir une productivité optimale pour augmenter ses profits? Mission 1. Identifier les facteurs de production et leurs combinaisons. Patrick Melouki vous fait visiter l'usine Michelin et vous demande de repérer les différents facteurs de production présents dans l'entreprise. Activité 1. Quels sont les différents facteurs de production? Définition. Un facteur de production, ce sont les éléments de base nécessaires à la production. La production, c'est l'ensemble des biens et des services produits par une entreprise. Document 1. Les facteurs de production. Toutes les entreprises possèdent des facteurs de production qui leur permettent de produire des biens et des services. On distingue les matières premières, utiles à la fabrication des produits et des services, le facteur travail, regroupant tous les moyens humains qui participent à la production des biens et des services de l'entreprise, et le facteur capital, regroupant tous les moyens de production nécessaires à la fabrication des produits dans l'entreprise.
On distingue deux types de facteurs capital. Le capital technique matériel, bâtiment, machine, qui peut être utilisé longtemps pour plusieurs cycles de production. Et ensuite, le capital immatériel, investissement réalisé pour former les employés, acheter de nouveaux logiciels, la recherche, le développement de nouveaux produits. Document 2. Les facteurs de production utilisés pour fabriquer des pneus Michelin. Étape numéro 1. Recherche et innovation réalisée par les ingénieurs du bureau d'études. Étape numéro 2. Mélangeage des 200 matières premières pour obtenir la gomme et passage sous les presses industrielles. Étape numéro 3. Confection et de finition du pneu sur chaîne de production robotisée programmée par les techniciens qualifiés. Étape numéro 4. Contrôle de la chaîne de production par le superviseur grâce à un nouveau logiciel de gestion de la production. Étape numéro 5. Inspection de chaque pneu par les contrôleurs qualité. Étape numéro 6. Distribution en magasin réalisée par des vendeurs spécialisés. Question 1. À l'aide du document 1, identifiez les facteurs de production présents dans les photos du document 2. Vous devez donc remplir le tableau « La classification des facteurs de production dans l'entreprise Michelin ». Vous avez les rubriques « Les facteurs de production », les matières premières, le facteur travail et le facteur capital, et reprenez les exemples à partir des documents précédents. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes. Correction. Eh bien, à l'aide des documents précédents, vous pouvez voir que les matières premières, il était indiqué qu'il y a 200 matières premières qui sont nécessaires pour fabriquer un pneu. Concernant le facteur travail, il y a par exemple les ingénieurs du bureau d'études, les techniciens qualifiés, les superviseurs, les contrôleurs qualité, ainsi que les vendeurs spécialisés. On voit bien ici que c'est principalement le facteur humain. Le facteur capital se décompose donc en deux aspects. Pour l'aspect technique et matériel, eh bien ce sont les presses industrielles, toute la chaîne de production robotisée, ainsi que les bâtiments, que ce soit les usines ou les bâtiments de stockage. Et pour le capital immatériel, c'est notamment la recherche et le développement, et aussi par exemple le nouveau logiciel de gestion de la production. Activité 2. Comment qualifier la combinaison des facteurs de production? Document 3. La combinaison des facteurs de production. Les facteurs de production sont utilisés ensemble. L'entreprise doit trouver la meilleure solution pour les combiner afin de produire les biens au meilleur coût et générer des profits. La combinaison des facteurs de production peut être qualifiée de fortement capitalistique. L'entreprise utilise plus de facteurs capital que le facteur travail. Exemple, une chaîne de production, robotisation. Ou bien faiblement capitalistique, dit aussi travaillistique. L'entreprise utilise davantage de facteurs travail que de facteurs capital. Exemple, lorsqu'une tâche nécessite beaucoup de main-d'œuvre. Définition, rappel.
Le profit, c'est un gain financier obtenu d'une opération économique. Typiquement, c'est la différence entre le revenu de la vente d'un produit et le coût de sa production. Pour bien comprendre, l'objectif d'une entreprise est de générer des profits. Elle utilise pour cela des facteurs de production pour créer ses biens et ou ses services. Une bonne combinaison de ces facteurs lui permet de maximiser ses profits. Question 2. Identifiez dans le document 2 une étape de la production des pneus représentant une combinaison capitalistique et celle évoquant la combinaison travaillistique. Justifiez votre réponse. Reprenez le document avec les photos. Indiquez quelle étape vous semble correspondre à l'une ou l'autre des situations en indiquant bien la justification. Question 3. Rappelez l'objectif premier de l'entreprise lorsqu'elle détermine une combinaison productive. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes. Correction. Eh bien, pour la combinaison capitalistique, celle qui fait davantage appel au facteur capital, on peut prendre exemple sur la photo numéro 3, la chaîne robotisée. La fabrication et la finition du pneu nécessitent peu de personnel, car c'est la chaîne robotisée qui s'en charge. Il y a peu de facteurs travail et beaucoup plus de facteurs capital. Pour la combinaison travaillistique, on peut très bien prendre la photo numéro 1, le bureau d'études. La recherche et le développement des pneus nécessitent du personnel qualifié, notamment des ingénieurs. Il y a beaucoup de facteurs travail et peu de facteurs capital. L'objectif premier de l'entreprise doit trouver la meilleure solution pour combiner les facteurs de production afin de produire les biens au meilleur coût et générer des profits. Synthèse de cette première mission. L'entreprise dispose de matières premières et ensuite de deux facteurs de production qui sont le facteur travail et le facteur capital. Afin de pouvoir générer des profits, elle va procéder à des combinaisons de ces facteurs de production. Elle peut décider une combinaison travaillistique, c'est-à-dire qu'elle fait appel à plus du facteur travail par rapport au facteur capital, ou à l'inverse, avoir une combinaison capitalistique, c'est-à-dire faire appel davantage au facteur capital qu'au facteur travail. Mais quelle que soit la combinaison envisagée, son objectif est de pouvoir générer des profits. Elle doit donc trouver la bonne combinaison qui lui permette de maximiser ses profits. Mission 2. Expliquer le choix d'une combinaison productive. Activité 1. Comment mesurer la création de richesse? Patrick Melouki vous explique que l'objectif de l'entreprise Michelin est de créer des richesses grâce à la combinaison des facteurs de production. Cette richesse est mesurée par un indicateur, la valeur ajoutée. Document 1. La valeur ajoutée. La valeur ajoutée, ou VA, est un indicateur économique qui mesure le supplément de valeur qu'une entreprise, grâce à son activité, est capable d'apporter à un bien ou à un service provenant d'un tiers, son fournisseur. La valeur ajoutée sert de base au calcul de la TVA, donc la taxe sur la valeur ajoutée. Pour calculer la valeur ajoutée, les entreprises doivent soustraire les consommations intermédiaires
à leur chiffre d'affaires. Définition. Consommation intermédiaire. Ce sont les biens et services que l'entreprise achète et qu'elle va consommer ou transformer pour produire. Regardons une vidéo sur le calcul de la valeur ajoutée. Comment calculer la valeur ajoutée d'une unité de production? Pour cela, l'entrepreneur va commencer par vendre sa production. Il réalise alors son chiffre d'affaires, c'est-à-dire la quantité de marchandises vendues multipliée par le prix de vente unitaire de chaque marchandise. Il lui suffit ensuite de soustraire à ce chiffre d'affaires la valeur des consommations intermédiaires pour obtenir sa valeur ajoutée. L'entrepreneur paye ses fournisseurs. Et pourquoi alors calculer cette valeur ajoutée? On pourrait calculer la richesse produite par chaque unité de production en utilisant le chiffre d'affaires. Le problème serait alors que les consommations intermédiaires seraient comptées plusieurs fois. Je vous explique. Reprenons l'exemple de Paul. Il achète le microprocesseur de son lecteur à une entreprise française. Si on ajoute la valeur du microprocesseur acheté par Paul à la valeur du lecteur MP3 qui utilise ce microprocesseur, on compterait 2 fois la valeur de ce microprocesseur. Ce ne serait pas révélateur de la richesse produite. La valeur ajoutée permet donc de mesurer la richesse réellement produite par les unités de production. C'est d'ailleurs un outil de référence pour calculer la richesse d'un pays. Le PIB, dont vous avez peut-être entendu parler, correspond à la somme des valeurs ajoutées. Nous y reviendrons tout à l'heure. Mesurer la valeur ajoutée est ensuite très utile au moment du calcul de la taxe sur la valeur ajoutée que les entreprises font payer aux consommateurs et reversent à l'État. Pour résumer, la valeur ajoutée est égale à la différence entre le chiffre d'affaires et les consommations intermédiaires. Elle est le meilleur moyen pour mesurer la richesse produite par une unité de production. Elle est donc un outil de mesure important dans une économie, mais à l'échelle d'une entreprise, elle possède bien d'autres utilisations. Question. Rappelez le rôle de la valeur ajoutée. Indiquez à l'aide du document 1 le calcul de la valeur ajoutée. Calculez la valeur ajoutée de l'usine Michelin entre 2014 et 2018 à partir du tableau ci-dessous. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes. Correction. La valeur ajoutée permet de calculer la richesse créée par une entreprise. Le calcul de la valeur ajoutée, c'est donc le chiffre d'affaires ou bien la valeur de la production moins les consommations intermédiaires, c'est-à-dire tout ce que l'entreprise a pu acheter afin de pouvoir produire les biens ou services. À partir de cette définition, on peut donc très facilement calculer la valeur ajoutée de Michelin.
Il suffit donc de faire le chiffre d'affaires moins les consommations intermédiaires. C'est une simple soustraction. Donc pour 2014, 102 moins 85,5 égale 16,5. Pour 2015, 106,5 moins 89,5 égale 17. Pour 2016, 107 moins 89 égale 18. Pour 2017, 107,5 moins 90 égale 17,5. Et pour 2018, 110 moins 92 égale 18. Ces chiffres sont exprimés en millions d'euros. Bien comprendre. Le taux d'évolution permet de quantifier l'évolution d'une grandeur numérique entre deux dates. Si cette grandeur passe d'une valeur de départ, VD, à une valeur d'arrivée, VA, donc attention à ne pas confondre ici VA, c'est pas la valeur ajoutée, c'est la valeur d'arrivée, le taux d'évolution est donné en pourcentage par la formule VA moins VD divisé par VD, et puisque c'est un pourcentage, on va multiplier par 100. À partir du tableau précédent, calculez le taux d'évolution entre 2014 et 2018 de la valeur ajoutée de Michelin. Donc, il faut remplir le taux d'évolution d'une année sur l'autre à partir des valeurs ajoutées que nous avons calculées précédemment. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes. Correction. Eh bien, donc là, il suffit d'appliquer la formule directement qui nous est proposée. Donc, pour calculer le taux d'évolution de 2014 à 2015, on prend donc la valeur de 2015 moins la valeur de 2014. On divise par celle de 2014, on multiplie par 100. Donc, ça nous fait 17 moins 16,5 divisé par 16,5 et ensuite, on multiplie par 100. Ce qui va nous donner, lorsque l'on garde deux décimales, 3,03%. Et on procède ainsi pour chacune des années. 2016 vers 2015, c'est 18 moins 17 divisé par 17, multiplié par 100. Cela nous donne 5,88%. 2017 par rapport à 2016, donc nous faisons 17,5 moins 18, et là on se rend compte que c'est négatif, et on va le diviser par 18. Donc c'est bien possible d'avoir quelque chose de négatif sur un taux d'évolution, cela veut dire simplement qu'il est à la baisse. Les autres étaient positifs, donc il y avait un taux de croissance, l'évolution était donc croissante les 2 dernières années, mais là cette fois-ci, on a un chiffre qui est à la baisse. C'est donc normal que l'on trouve quelque chose de négatif. Et enfin, 2018 par rapport à 2017, il suffit de faire 18 moins 17,5 divisé par 17,5, on va multiplier par 100, et cela nous donne 2,85%. Document 2. Témoignage de Patrick Melouki. Au cours des dernières années, Michelin a vu croître ses ventes. Une performance rendue possible par la hausse des volumes de vente et des prix. L'augmentation des prix des pneumatiques a permis de compenser en grande partie l'impact très négatif des hausses du cours des matières premières. De quoi permettre à notre entreprise de rester assez performante dans un environnement difficile pour les entreprises manufacturières. Michelin a notamment profité du dynamisme des activités de spécialité, agricoles, deux roues, avions, génie civil.
Question. Retrouvez les facteurs explicatifs de l'évolution de la valeur ajoutée de Michelin à l'aide du document 2. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes. Correction? Eh bien, à partir de ce document, Michelin a dû faire face à l'augmentation des cours des matières premières pour fabriquer des pneus. Mais Michelin a profité de l'augmentation du volume des ventes de pneus, de leur prix et des ventes dynamiques des pneus spéciaux, notamment les pneus agricoles ou les pneus pour les avions par exemple. Activité 2. Comment une entreprise peut-elle gagner en productivité? Patrick Melucchi vous explique que Michelin a pour projet de moderniser l'entreprise en modifiant la combinaison productive parce qu'elle veut gagner en compétitivité et en rentabilité. Pour bien comprendre, la productivité mesure l'efficacité de la combinaison productive. Document 3. La productivité. Selon l'INSEE, en économie, la productivité est définie comme le rapport en volume entre une production et les ressources mises en œuvre pour l'obtenir. C'est-à-dire que l'on compare le total de la production ou des ventes d'une entreprise avec les moyens mis en œuvre, c'est-à-dire le capital et le travail. On parle de la productivité de travail lorsque l'on divise les richesses créées par l'entreprise par le nombre d'heures travaillées par les salariés. On désigne par l'expression productivité du capital le fait de comparer la valeur du capital fixe productif et les richesses créées. L'INSEE rappelle que la productivité dépend de l'ensemble des facteurs de production, travail et capital, et de la façon dont ils sont combinés. Grâce aux gains de productivité, les entreprises améliorent leur compétitivité et leur rentabilité. On peut donc mesurer la productivité de deux manières. En volume, c'est la quantité de biens produits par rapport au nombre de salariés, et en valeur, c'est la valeur de la production en euros par rapport au nombre de salariés. Définition. Gain de productivité. C'est l'amélioration de la productivité de l'entreprise. Compétitivité. Pour une entreprise, c'est bénéficier d'un rapport qualité-prix intéressant tout en maintenant des profits. Rentabilité. Performance économique de l'entreprise. Elle est calculée en mesurant les profits réalisés par rapport au coût de production. Question 6. Définissez la productivité. En vous appuyant sur le document précédent et la définition, je vous laisse rédiger la réponse. C'est à vous, je vous laisse quelques secondes. Correction. La productivité est définie comme le rapport en volume entre une production et les ressources mises en œuvre pour l'obtenir. On compare le total de la production ou des ventes d'une entreprise avec les moyens mis en œuvre. Question 7.
Calculez pour chaque combinaison productive le coût de production pour 1000 pneus 3D métal en complétant le tableau ci-dessous. Lisons donc attentivement ce tableau afin de pouvoir comprendre comment le remplir. Nous avons dans les colonnes les désignations et nous avons la combinaison actuelle, c'est-à-dire celle qui est actuellement utilisée par Michelin afin de produire un pneu. Et nous avons ensuite les colonnes à remplir, les combinaisons futures avec choix numéro 1 et choix numéro 2. En première ligne, nous avons les unités de facteur capital nécessaires. Actuellement, nous en avons 10. Et dans les prochaines combinaisons, il faudra étudier sur la base de 9 et de 12. L'unité de facteur travail nécessaire est de 10 salariés. Pour le choix numéro 1, il faudra étudier avec 15 salariés et pour le choix numéro 2 avec 2 salariés. Afin de pouvoir compléter les colonnes des choix numéro 1 et choix numéro 2, il vous faut bien comprendre comment sont calculées les différentes informations. Nous avons par exemple le coût des matières premières, qui est évalué à 5 000 €. Nous avons ensuite le coût unité de capital qui est à 10 000 €. Pour obtenir le coût de capital, il faut multiplier ce coût unitaire par le nombre d'unités nécessaires. Ici, on fait donc 10 unités de facteur capital fois 10 000 €. Donc le coût de capital est de 100 000 €. Le coût unité de travail, on voit qu'à l'unité, il est de 3 000 €, c'est-à-dire un salarié. Et dans la combinaison actuelle, nous avons 10 salariés. Donc le coût du facteur travail est de 3 000 € fois 10 salariés, égale 30 000 €. Le coût total pour 1000 pneus, eh bien donc nous additionnons le coût des matières premières, le coût du facteur capital et le coût du facteur travail, et nous obtenons donc 5 000 plus 100 000 plus 30 000 égale 135 000 €. Donc pour un total de 1000 pneus, la combinaison nous coûte 135 000 €. Ramenons ça à un pneu. Il suffit donc de diviser le total du coût par le nombre de pneus, c'est-à-dire 135 000 divisé par 1000, ce qui nous donne bien 135. Maintenant que nous avons parcouru la combinaison actuelle avec ses calculs détaillés, c'est à vous de remplir les choix numéro 1 et les choix numéro 2 avec les nouvelles propositions de combinaison. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes. Correction. Avec le choix numéro 1, nous avons donc 9 unités de facteur capital nécessaires et 15 salariés, donc le facteur travail, qui sont nécessaires. Le coût des matières premières ne change pas, c'est un coût fixe. Pour produire les 1000 pneus, il faudra autant de matières premières, peu importe les unités de capital et les unités de travail nécessaires. Donc nous gardons 5 000 € en coût de matières premières. En revanche, à partir des lignes suivantes, nous allons changer les calculs. Donc cette fois-ci, pour le coût unité de capital, ça ne bouge pas, c'est toujours 10 000 €, mais nous avons 9 unités de facteur capital. Donc le coût du facteur capital est de 9 fois 10 000 €, égale 90 000 €. Pour le coût du facteur travail, nous raisonnons avec 15 salariés au coût unitaire de 3 000 €, donc 15 fois 3 000 € égale 45 000 €. Le coût total pour 1000 pneus, on additionne donc ces trois facteurs de production. Nous avons donc 5 000 plus 90 000 plus 45 000
égale 140 000 euros. Donc avec la combinaison du choix numéro 1, nous avons un total de 140 000 euros pour produire 1000 pneus. Si on ramène ça à un coût unitaire de production pour un seul pneu, nous faisons 140 000 divisé par 1000, ce qui nous donne très facilement 140 euros. Nous remarquons déjà que ce choix numéro 1 va donc nous coûter plus cher que la combinaison actuelle. Poursuivons avec le choix numéro 2. Cette fois-ci, nous raisonnons avec 12 unités de facteur capital et seulement 2 salariés pour le facteur travail. Nos coûts fixes, donc nos matières premières, sont toujours les mêmes, c'est donc toujours 5 000 euros. Il y a donc maintenant 12 unités de facteur capital fois 10 000 euros, ce qui nous fait un coût total du facteur capital de 120 000 euros. Il y a cette fois-ci seulement 2 salariés pour un coût unitaire de 3 000 euros. Donc le coût du facteur travail est de 2 fois 3 000 euros égale 6 000 euros. On recalcule le coût total de production, c'est donc 5 000 euros plus 120 000 euros plus 6 000 euros égale 131 000 euros. On voit immédiatement que cela nous coûte moins cher que le choix numéro 1 et également que la combinaison actuelle. Et donc en ramenant cela au coût de production pour un seul pneu, je divise 131 000 euros par 1000, ce qui me donne donc 131 euros qui est le coût de production pour un seul pneu. Question 8. Déterminer la combinaison future que devrait choisir l'entreprise pour améliorer sa rentabilité. Justifier ce choix de production. Question 9. Actuellement, le concurrent direct de Michelin fabrique son pneu pour un coût de production de 133 euros. Précisez si Michelin va gagner en compétitivité par rapport à son concurrent. Appuyez-vous sur ce que nous venons de calculer pour pouvoir répondre à ces questions. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes. Correction. Eh bien, la combinaison future, on l'a déjà esquissée lorsque nous avons complété le tableau. Nous voyons que la combinaison la plus intéressante pour l'entreprise est le choix numéro 2. C'est celle qui va permettre à l'entreprise Michelin de produire les pneus à un coût bas que la combinaison actuelle. Il y a 4 euros de différence par pneu et donc de gagner en rentabilité. Elle va passer de 135 euros à 131. Si le concurrent direct de Michelin a un coût de production à 133 euros, est-ce que Michelin va gagner en compétitivité par rapport à lui? Michelin va gagner en compétitivité, bien évidemment, car il va fabriquer son pneu pour un coût de production de 131 euros, alors que son concurrent, lui, est à 133 euros. Il y a donc 2 euros d'écart. Activité 3. Pourquoi innover et investir? Patrick Melouki vous explique que Michelin doit toujours innover et rester ainsi à la pointe du progrès technique pour être le premier à concevoir de nouveaux produits et générer ainsi des profits. Document 4. Interview de Jean-Dominique Sénard, ancien PDG de Michelin. Michelin a inventé le pneu démontable, le pneu radial, structure plus résistante, le pneu vert, qui permet de moins consommer. Et maintenant, les imprimantes 3D métal ont permis des percées significatives. C'est par exemple grâce à elles que nous avons mis au point le premier pneu été homologué pour les conditions hivernales sévères il y a 3 ans.
Le succès est phénoménal et la concurrence court toujours après. Quel sera le pneu de demain? Il sera de plus en plus connecté. Il pourra donner des informations sur l'état de la route au véhicule. Et puis, il y a tout ce que je ne peux pas dire sur nos programmes de recherche, comme la transformation des matériaux. Et le très futuriste prototype Vision, qui est à la fois un pneu increvable et une roue? C'est un concept réaliste qui représente très exactement tout ce que Michelin met en œuvre. Un pneu sans air, fait de matériaux biosourcés et rechargeables. Un jour, nous pourrons installer des systèmes qui permettront de modifier la sculpture des pneus pour les transformer soit en pneus hiver, soit en pneus été, soit en pneus toute saison. Regardons une vidéo, l'innovation, un enjeu majeur pour les entreprises. L'innovation est un enjeu majeur pour les entreprises. C'est un facteur clé de compétitivité, de création d'emplois, de richesse et de croissance. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que l'innovation est multidimensionnelle. Elle est agile, ouverte et centrée sur l'utilisateur. Quelle qu'en soit la forme, pour autant, l'innovation reste une activité par nature incertaine. C'est accepter la prise de risque, c'est accepter l'expérimentation, la créativité et la complexité. Le rôle de BPI France, c'est finalement de vous inciter, vous, entrepreneurs, à prendre ce risque. On est à vos côtés par le biais de solutions de financement et d'accompagnement, et ce, quel que soit le stade de maturité de votre entreprise et quel que soit le stade de maturité de votre projet, que ce soit un projet individuel ou un projet collaboratif. Nous allons financer les entreprises, quelle que soit leur taille, de la toute jeune start-up jusqu'à la PME ou l'ETI, par le biais de solutions de financement, aussi bien sur les phases d'étude de faisabilité d'un projet d'innovation, mais aussi sur son déploiement, son lancement à l'international et en France. Nous pouvons également intervenir en fonds propres sur les entreprises à fort potentiel de croissance par le biais de capital innovation, capital amorçage. Notre objectif n'est pas de nous substituer à des financements privés, mais clairement de créer un effet d'entraînement. BPI France propose également une offre de conseil, de mise en réseau et de formation, ainsi que des programmes d'immersion à l'international. L'idée est de vous fournir un appui pour accélérer votre croissance. BPI France travaille en étroite relation avec les régions et avec les écosystèmes de l'innovation et de la création d'entreprises, ce qui va nous permettre de vous mettre en relation avec les structures d'accompagnement et de financement de vos territoires. Notre objectif par l'innovation, c'est d'aider les entreprises à préparer l'avenir et à conquérir de nouveaux marchés. Alors, innovez. Pour bien comprendre, les choix liés à la combinaison des facteurs de production peuvent être faits en fonction du coût des facteurs, mais aussi de l'introduction du progrès technique dans le processus de production. Définition. L'investissement est la condition de la croissance économique. Il désigne une dépense immédiate qui permet de maintenir ou d'accroître le potentiel de production et ou de diminuer les coûts. L'innovation permet la création ou l'amélioration technique des produits. Le progrès technique, c'est l'ensemble des innovations permettant d'améliorer l'efficacité du système productif afin de créer de nouveaux produits ou de nouveaux procédés commerciaux. Question. À partir du document 4, relevez les innovations de l'entreprise Michelin au cours des dernières années. Citez les innovations sur lesquelles Michelin travaille actuellement. Déterminez l'intérêt pour Michelin d'innover dans de nouveaux produits. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes.
Correction. En s'appuyant sur le document 4, Michelin a créé le pneu radial, le pneu vert. Le premier pneu était homologué pour les conditions hivernales sévères. Voilà les innovations qui ont été citées. Quelles sont les innovations sur lesquelles ils sont en train de travailler? Eh bien, ils travaillent actuellement sur les pneus connectés et le pneu Vision, qui est un pneu sans air, fait de matériaux biosourcés et rechargeables. Quel intérêt pour Michelin d'innover? Eh bien, grâce à l'innovation, Michelin reste à la pointe du progrès technique. Cela lui permet de concevoir de nouveaux produits et d'être le premier à les vendre et donc de générer des profits. Patrick Meloki vous remet le tableau des futurs projets d'investissement dans l'entreprise Michelin. Document 5. Les différents types d'investissements. Les investissements matériels de production. Les investissements de remplacement permettent de remplacer du capital fixe. Exemple, investir dans de nouvelles machines devenues obsolètes. Les investissements de productivité permettent de diminuer les coûts de production en remplaçant le facteur travail par le facteur capital. Exemple, investir dans une chaîne robotisée pour remplacer des ouvriers. Les investissements de capacité. Ils permettent d'augmenter les capacités de production. Exemple, investir dans une machine qui produit plus vite. Les investissements immatériels. Ils représentent toutes les dépenses en recherche et développement, les logiciels et la formation. Exemple, former les ouvriers pour développer leurs compétences. Dans l'infographie qui est à côté, nous voyons la robolution au travail qui est en marche. Nous avons une comparaison entre l'utilisation des facteurs humains et des machines entre 2018 et 2022, ainsi que les taux d'évolution relatifs. Et nous avons cela pour plusieurs postes. Nous observons de manière générale que les machines ont tendance à augmenter par rapport aux facteurs humains dans des proportions assez différentes. Mais la tendance globale reste la même. Question. Caractérisez chaque type d'investissement envisagé par Michelin pour concevoir et vendre les nouveaux pneus en vous aidant du document 5. Donc lisez bien les propositions d'investissement et appuyez-vous sur les définitions proposées dans le document 5 afin de pouvoir les identifier. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes. Correction. L'achat d'une nouvelle chaîne de malaxage des matières premières plus moderne et plus rapide. Eh bien, c'est un investissement de capacité. Il faut pouvoir augmenter la capacité de production et aller plus vite. Les frais de formation du responsable de production. La formation, c'est un investissement immatériel. L'achat d'une imprimante 3D métal pour concevoir les nouveaux pneus verts. Eh bien, c'est un investissement de remplacement, puisqu'actuellement la technologie ne le permet pas de faire, les machines sont devenues obsolètes. Il faut donc les remplacer. L'investissement en recherche de développement pour innover dans le pneu 3D biodégradable et increvable. Eh bien, recherche et développement, c'est un investissement immatériel. Achat d'un scanner laser pour pallier le départ à la retraite de 2 contrôleurs qualité. Nous avons donc 2 personnes qui vont partir, et bien nous allons mettre une machine qui va pouvoir essayer
de les remplacer partiellement. Donc le facteur travail va être remplacé par du facteur capital. C'est donc un investissement de productivité. Formation des vendeurs pour vendre les nouveaux pneus. Eh bien la formation, c'est toujours de l'investissement immatériel. Question suivante. Indiquez si l'investissement dans une imprimante 3D va permettre à l'entreprise de se maintenir à la pointe du progrès technique. C'est à vous, je vous laisse quelques secondes. Correction? Eh bien oui, investir dans une imprimante 3D métal et faire de la recherche pour innover va permettre à l'entreprise de profiter du progrès technique et donc de se maintenir à la pointe du progrès technique. Question suivante. Calculez ce que représente en pourcentage chaque investissement par rapport au budget total. Entourez les deux investissements les plus importants. Nous avons donc différentes lignes d'investissement avec un budget correspondant et il vous faut déterminer la part en pourcentage. Nous avons l'achat d'une nouvelle chaîne de malaxage à 100 000 €, les frais de formation du responsable de production pour 2 000 €, l'achat de l'imprimante 3D pour 300 000 €, l'investissement en recherche-développement pour 500 000 €, le scanner laser pour 22 500 € et les frais de formation des vendeurs pour 7 500 €. Faites donc les calculs pour compléter ces tableaux. Je vous laisse quelques minutes. Correction. Eh bien, pour calculer la part en pourcentage du budget total, il faut commencer par calculer le budget total. Donc, additionnons tous les postes budgétaires. 100 000 plus 2 000 plus 300 000 plus 500 000 plus 22 500 plus 7 500 égale 932 000 €. Donc, le total de budget à investir est de 932 000 € et ceci représente donc 100%. Ensuite, pour chacune des lignes, il faut donc faire le rapport du budget à consacrer par rapport au budget total. Si je prends la première ligne, eh bien 100 000 € divisé par 932 000 € va représenter 10,73%. C'est un simple produit en croix. Et donc, si l'on continue ainsi pour chaque investissement, nous voyons que les frais de formation du responsable de production sont de 0,22%. L'achat de l'imprimante 3D métal va s'élever à 32,19%. L'investissement en recherche-développement dans le pneu Vision est de 53,64%. L'achat du scanner laser représente 2,41%. Et la formation des vendeurs est de 0,81%. Donc la somme de tout ça nous donne bien 100%. Et les deux postes qui coûtent les plus chers, on le voyait déjà à la fois en valeur dans le budget et elles sont évidemment confirmées en part de pourcentage, c'est l'achat de l'imprimante 3D et l'investissement en recherche-développement pour le fameux pneu Vision. Question 16. Précisez si les investissements et les budgets correspondent aux évolutions du pneu envisagées par le PDG du groupe dans le Doc 4. Justifiez votre réponse. Donc, appuyez-vous sur tout ce que nous venons de faire afin de pouvoir répondre à cette question. Attention, pensez à bien la rédiger.
C'est à vous, je vous laisse quelques minutes. Correction. Eh bien oui, cela correspond aux évolutions envisagées par le PDG, car Michelin investit dans une imprimante 3D métal, 32,19% du budget des investissements, pour réaliser de nouveaux pneus. Michelin investit également en recherche et développement pour 53,64% du budget dans les innovations sur la transformation des matériaux pour la conception du futur pneu Vision. Vous voyez que cette réponse est plutôt rédigée puisqu'elle s'appuie sur les informations qui étaient contenues dans le document et elles sont renforcées par des éléments financiers que nous avons pu calculer grâce au tableau précédent. Donc un conseil pour votre épreuve d'économie droit, pensez à construire vos réponses en vous appuyant à la fois sur des idées que vous pouvez piocher et reprendre dans les documents qui vous sont proposés, et ensuite vous les renforcez grâce à des informations chiffrées, soit qui vous sont communiquées, soit que vous avez été en mesure de calculer. Synthèse de cette mission. Les raisons guidant le choix d'une combinaison productive. Eh bien, premièrement, c'est pour augmenter les richesses produites par l'entreprise. Elles sont mesurées par la valeur ajoutée, qui est la valeur de production moins les consommations intermédiaires. Deuxième raison, rechercher la combinaison productive optimale pour gagner en productivité, à la fois pour améliorer la rentabilité des entreprises, mais également la compétitivité face aux concurrents. Et troisième raison, maintenir l'outil de production à la pointe du progrès technique. Et pour cela, l'entreprise peut décider d'investir et ou d'innover. Mission 3. Expliquer les raisons du recours à l'externalisation. Patrick Melucchi vous explique que dans certaines situations, l'entreprise Michelin a recours à l'externalisation de sa production. Il vous demande d'analyser ce concept et les choix réalisés par Michelin. Activité 1. Comment caractériser l'externalisation? Définition. Il existe deux types d'externalisation, appelés également outsourcing. Premièrement, la sous-traitance. C'est le transfert d'activité d'une entreprise vers un prestataire externe spécialisé appelé le sous-traitant. Rappelez-vous, nous avons déjà vu cela en gestion. La délocalisation, c'est le transfert d'un service ou de production, en tout ou partie, vers des pays où le coût de production est plus bas, généralement des pays éloignés où la main-d'œuvre est peu chère. On l'appelle aussi l'externalisation offshore. Document 1. Quel service externaliser et pourquoi? De manière générale, de nombreuses tâches peuvent être externalisées. Mais le mieux est de déléguer celles qui présentent moins de rentabilité pour l'entreprise et qui sont également chronophages. Selon les PME, il peut s'agir de toutes les activités liées à l'informatique et au web, le secrétariat, la comptabilité, les appels entrants et l'accueil téléphonique, le service client, les archives, l'émission de la paye, etc.
L'externalisation offre la possibilité aux PME de concentrer une grande majorité de leurs ressources internes sur leur activité qui nécessite le plus de compétences et qui ont une forte valeur ajoutée. Ce qui permet à terme de travailler sur une offre de services plus large et de meilleure qualité. D'autre part, cela s'impose aussi comme une excellente alternative pour les PME qui n'ont pas les moyens financiers d'embaucher des salariés supplémentaires et qui ont pourtant besoin de nouvelles compétences et en ressources. Nous voyons à côté de l'illustration les 6 raisons d'externaliser pour une entreprise. Premièrement, se concentrer sur son activité. Deuxièmement, débloquer une situation. Troisièmement, faire des économies. Quatrièmement, améliorer la flexibilité de l'entreprise. Cinquièmement, bénéficier d'un regard indépendant. Et sixièmement, éviter les risques liés à l'embauche. Regardons une vidéo. Comprendre la stratégie d'externalisation. La stratégie d'externalisation, stratégie d'outsourcing, consiste pour une entreprise à confier à des partenaires extérieurs la réalisation d'activités qu'elle assurait préalablement en interne. Il s'agit alors de faire faire une activité que l'on faisait soi-même, quitte à déléguer un ou plusieurs maillons de la chaîne de valeur. Cette décision découle souvent d'une analyse de l'intérêt stratégique de l'activité en question. En effet, pour évaluer la pertinence de l'externalisation, il convient de raisonner en termes de coûts, mais aussi d'allocation de ressources. L'externalisation entraîne une réduction des coûts de production. En cédant l'activité, l'entreprise libère des ressources internes qu'elle pourra choisir d'affecter à des activités pour lesquelles elle dispose d'un véritable avantage. En ce sens, à travers l'externalisation, l'entreprise se spécialise ou se recentre sur son cœur de métier et les activités qu'elle juge stratégiques. Ceci lui permet aussi de réduire les coûts fixes et donc de gagner en souplesse et réactivité. En revanche, l'externalisation entraîne un accroissement des coûts de transaction. Il s'agit par exemple des frais liés à la recherche du bon partenaire, des coûts de négociation et de rédaction du contrat et de toutes les charges liées au contrôle de son suivi et de sa mise en œuvre. Lorsque les coûts de production apparaissent supérieurs aux coûts de transaction anticipés, alors l'externalisation peut paraître légitime. Il n'en reste pas moins que tout choix d'externalisation induit une part de risque relative à la dépendance vis-à-vis du partenaire extérieur et à sa capacité à fournir une prestation de qualité, sans oublier les conséquences dommageables de la perte de savoir et compétences en interne. La sous-traitance constitue la forme d'externalisation la plus courante. Elle consiste à établir un contrat à long terme avec un partenaire. Ce dernier s'engage à la réalisation d'un cahier des charges préétabli et l'entreprise dite donneur d'ordre conserve la responsabilité des tâches confiées aux sous-traitants. On observe actuellement 2 tendances en matière d'externalisation. Si préférer faire faire plutôt que faire soi-même concernait au départ les fonctions tertiaires, telles que le gardiennage, la restauration, l'entretien, ce choix s'étend aujourd'hui à des fonctions complètes de l'entreprise comme l'informatique, la gestion de la paye, la communication ou encore le recours aux expertises de cabinets de conseil. En parallèle, certaines entreprises s'orientent vers des modes de production dits modulaires qui consistent à confier une part croissante du processus de production à des sous-traitants. Ces derniers se chargent de la réalisation d'ensembles de production entiers. L'entreprise devient alors un concepteur-assembleur et elle se charge de piloter toutes les interfaces avec les sous-traitants organisées en réseau. Poussée à l'extrême, l'externalisation fait alors naître des entreprises virtuelles. On cite souvent le cas d'Apple qui sous-traite la fabrication de la plupart de ses composants mais aussi l'assemblage. Plus traditionnel, Benetton est également un cas significatif de fabricant quasi virtuel. Entre 1965 et les années 2000, cette entreprise est en effet parvenue à s'imposer grâce à un mode d'organisation singulier. Celui-ci se caractérise par un siège de taille réduite qui coordonne 10 000 petites sociétés indépendantes, des sous-traitants et boutiques. Si cette entreprise n'emploie directement que 6 000 salariés, elle en fait travailler en réalité 60 000. À travers ce recours structurel à l'externalisation, Benetton transforme des frais fixes, comme les salaires et les loyers, en frais variables correspondant aux tarifs payés aux sous-traitants.
Ceci lui garantit davantage de souplesse, notamment lorsque la demande se rétracte. Néanmoins, la maison mère a choisi de conserver en interne le design, la publicité, la logistique, la teinture, qui est sa marque de fabrique. Bref, les activités qu'elle considère comme stratégiques. Au total, nous comprenons qu'une stratégie d'externalisation, dont l'ampleur varie d'une entreprise à l'autre, pose en creux la question plus générale de la définition des frontières de l'entreprise. Question. Caractérisez les tâches qui devraient être déléguées à des sous-traitants. Citez des exemples d'activités qui peuvent être externalisées. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes. Correction. Quelles sont les tâches qui peuvent être déléguées à des sous-traitants? Eh bien, le mieux est de déléguer celles qui présentent le moins de rentabilité pour l'entreprise et qui sont également chronophages. Quelques exemples. Il peut s'agir de toutes les activités liées à l'informatique et au web, le secrétariat, la comptabilité, l'accueil téléphonique, le service client, les archives, l'émission de la paye. C'est ce qui était bien cité dans le document 1. Activité 2. Quels sont les avantages et les inconvénients de l'externalisation? Expliquez pourquoi l'externalisation peut être un avantage pour les PME. C'est à vous, je vous laisse quelques secondes. Correction. C'est un avantage pour les PME qui peuvent ainsi bénéficier de nouvelles compétences et ressources lorsqu'elles n'ont pas les moyens financiers d'embaucher ou d'investir. Question 4. Retrouvez la raison de recourir à l'externalisation pour les actions entreprises par Michelin. Donc regardez bien chacune des actions et reportez-vous aux 6 raisons d'externaliser que nous avons parcourues précédemment. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes. Correction. À la suite d'une panne de la chaîne de production, Michelin fait appel à un sous-traitant pour honorer une commande car la situation était compliquée.
Donc il y avait une panne et Michelin doit faire appel à un prestataire extérieur. C'est donc pour débloquer une situation. Michelin fait appel à une entreprise de nettoyage industriel pour son entretien annuel, car c'est une activité qui nécessite de la main-d'œuvre supplémentaire pendant 5 jours uniquement. Michelin veut éviter les risques liés à l'embauche. Puisqu'il s'agit uniquement de 5 jours, il sera peut-être difficile de trouver des candidats pour une durée aussi courte. Michelin veut recourir à un sous-traitant pour fabriquer les protections des pneus lors du transport, car ce n'est pas son métier. Michelin veut donc se concentrer sur son activité, qui est la fabrication des pneus directement, et non pas leur protection lors des transports. Michelin sollicite un laboratoire indépendant pour réaliser les tests qualité des nouveaux pneus en situation d'utilisation. Et bien là, c'est pour bénéficier d'un regard extérieur qui va pouvoir dire si oui ou non les pneus sont conformes en termes de qualité. Michelin fait appel à un prestataire en transport et logistique lorsqu'il doit envoyer une commande en urgence à un client. Michelin a ainsi la capacité de s'adapter très rapidement aux demandes des clients. Et bien cela permet d'améliorer la flexibilité de l'entreprise. Michelin a annoncé la délocalisation d'un service de gestion commerciale export en Roumanie. La main-d'œuvre y est moins coûteuse. Il s'agit donc là de pouvoir faire des économies. Document 2. Quels sont les inconvénients d'une délocalisation? Définition. Le risque. Tous les éléments pouvant conduire à perdre de l'argent suite à une décision. Parmi les inconvénients, il y a le problème de différence culturelle. L'interlocuteur peut en effet être gêné par un accent ou une maîtrise limitée de la langue. Il y a le risque au niveau de la qualité du produit. Beaucoup de cas ont été recensés, notamment pour les usines de production de jouets délocalisées en Chine, qui, en plus d'être de très mauvaise qualité, sont nocifs pour la santé. Il y a également le risque d'échec de l'opération, lorsque celle-ci est trop complexe pour être délocalisée. Le risque de non-respect des délais, surtout dans les pays où la contrainte de transport est pesante. Le risque de nuire à l'image de la société si le service ou le produit est de mauvaise qualité. Et enfin, l'inconvénient de pollution, c'est un facteur non négligeable qu'il faut prendre en compte, surtout que certains pays sont assiégés par les usines délocalisées très polluantes. Et nous avons déjà évoqué cette problématique dans le chapitre précédent avec le développement durable. Question 5. Classer les différents risques d'une délocalisation. Vous avez donc 3 possibilités, soit des risques d'ordre commerciaux, environnementaux ou bien managériaux. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes. Correction. Parmi les risques commerciaux, c'est-à-dire ceux qui vont être liés à des commandes clients et des relations commerciales, il y a le risque de non-respect des délais, le risque d'échec de l'opération lorsque celle-ci est trop complexe pour être délocalisée, par exemple s'il faut déménager toute une usine dans un pays très éloigné. Et ensuite, le risque au niveau de la qualité du produit, qui peut nuire à l'image de l'entreprise. Les risques environnementaux, c'est principalement la pollution. Des pays où les industries sont délocalisées, c'est aussi mauvais pour l'image de l'entreprise. Et les risques managériaux, ce sont principalement les problèmes de différences culturelles et de langue.
Synthèse de la mission. L'externalisation se décompose donc en deux aspects. Il peut y avoir les délocalisations et la sous-traitance. Nous avons vu qu'il y a plusieurs raisons d'externaliser, notamment éviter d'investir dans des outils de production qui coûteraient trop cher, garantir la flexibilité de sa production et pouvoir mieux répondre à des demandes des clients, fabriquer des éléments compliqués à produire et se recentrer sur son métier en produisant uniquement les éléments de son cœur de métier. Mais l'externalisation comporte aussi des risques, que ce soit des risques commerciaux, environnementaux ou managériaux. Synthèse du chapitre. Quels sont les choix de l'entreprise en matière de production ? Eh bien, l'organisation de l'entreprise permet de générer de la croissance et d'améliorer la productivité. Pour cela, il y a des facteurs de production qui sont le travail, le capital et les matières premières. L'entreprise va ensuite combiner ces facteurs de production, soit de manière capitalistique ou de manière travaillistique. Ensuite, elle va faire des choix de production, des combinaisons productives, de l'investissement ou de l'externalisation, avec pour objectifs principaux d'améliorer la valeur ajoutée, de maintenir l'outil à la pointe du progrès technique et d'investir et rechercher des gains de productivité pour gagner en compétitivité et en rentabilité. Quels sont les choix de l'entreprise en matière de production ? Les facteurs de production. Pour produire, les entreprises ont besoin de facteurs de production qui sont les matières premières, le facteur travail qui regroupe tous les moyens humains, le facteur capital qui regroupe les moyens de production. Ces facteurs se combinent, on les qualifie de capitalistiques lorsque le facteur capital est supérieur, travaillistique dans le cas contraire. L'objectif final est de produire dans les meilleures conditions, c'est-à-dire réduire les coûts, générer des profits. Le choix d'une combinaison productive. Ce choix vise trois objectifs. Créer de la richesse. Cette richesse est mesurée par la valeur ajoutée, qui est donc le chiffre d'affaires moins les consommations intermédiaires. Gagner en productivité pour obtenir une meilleure compétitivité et rentabilité. Suivre le progrès technique grâce aux investissements et aux innovations créées. L'externalisation ou outsourcing. Elle regroupe la sous-traitance, c'est-à-dire avoir recours à un partenaire extérieur, les délocalisations, c'est-à-dire produire à l'étranger tout ou partie des produits. Trois raisons. Faire réaliser des éléments non maîtrisés, éviter d'investir ou fabriquer des éléments complexes. Notons par ailleurs qu'il existe des risques commerciaux, environnementaux et managériaux.